que c'est la zoothérapie? C'est une synergie triangulaire. Il y a moi, la zoothérapeute formée, il y a l'animal, puis il y a le patient. Et c'est cette dynamique-là qu'on va nourrir qui fait de la zoothérapie. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé, ravi de vous retrouver, bonjour, bienvenue et nous allons essayer de comprendre ensemble aujourd'hui ce qu'est la zoothérapie. J'ai deux invités qui viennent de loin, enfin il y en a une qui vient de plus loin que l'autre. Audrey Desrosiers est avec nous, bonjour et bienvenue. Merci Philippe. Vous venez du Canada vous hein? Montréal, vous êtes zoothérapeute, pionnière de la discipline dont vous êtes une des références aujourd'hui au Québec. Vous dispensez des formations en zoothérapie, alors bientôt en France. Oui, peut-être, hein, donc on attend. S'il y a des vocations, vous pourrez vous former à la zoothérapie. Et vous avez ouvert une clinique qui s'appelle Un museau vaut 1000 mots. Et vous avez même votre propre série aujourd'hui qui s'appelle Zoothérapie. Oui. Vous êtes venu avec Mélissa Snowhart. Bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe. Vous êtes psychothérapeute, zoothérapeute et créatrice de Anime-moi. Oui. Et toutes les deux, vous coécrivez Zoothérapie, l'animal, une révolution dans le domaine du soin chez Guy Trédaniel. Alors, autant vous dire qu'en France, la zoothérapie, c'est pas trop connu. On va expliquer ce que c'est. Vous aimez bien expliquer ce que ce n'est pas déjà. Pourquoi est-ce que vous aimez dire ce que ce n'est pas, la zoothérapie ? Parce qu'il y a beaucoup ici, ce qu'on entend surtout, c'est la médiation animale. En fait, on fait une différence. La médiation animale, c'est comme plus vers le côté de l'animation. Donc, ça fait du bien. On est bien, on est en nature, on est avec les animaux. Donc, on n'a rien contre la médiation. La zoothérapie, c'est vraiment une modalité d'intervention. Au même titre que l'art-thérapie, la musicothérapie, l'ergothérapie, l'orthophonie. Donc, on va vraiment travailler des objectifs d'intervention. Donc, il y a un mieux-être. Il y a un avancement, du moins, qui est prévu dans le temps. Et comment, alors vous avez parlé de l'ergothérapeute, qui n'est pas très connu quand même encore en France, mais qui commence beaucoup à se développer, de l'orthophoniste. Comment vous intégrez parmi ces deux disciplines ? Je dirais que c'est vraiment par le biais des formations. En fait, on ne l'a pas mentionné, mais on fait depuis 3-4 ans maintenant des formations en Belgique. Donc Audrey vient jusque chez nous et on fait ce qu'on appelle les formations belgo-québécoises. On attrape vraiment les professionnels des secteurs de l'éducation, de l'aide aux personnes. Et on va vraiment, au cœur de leur pratique professionnelle avec leur clientèle, faire en sorte qu'on puisse intégrer l'animal et réfléchir avec eux. Donc on fait vraiment ce déclic avec eux en les formant c'est-à-dire que par exemple, vous prenez des ergothérapeutes et vous les formez à la zoothérapie. Exactement. Ouais. En fait, leur champ de pratique, on vient ajouter une spécialisation qui est la zoothérapie. Après, c'est pas pour toute sa patientèle, c'est pour certains patients. Souvent, ceux qui sont plus réfractaires, qui sont moins motivés, qui sont peut-être un peu plus déprimés. Ceux avec qui, souvent, les approches plus traditionnelles, conventionnelles, répondent un peu moins. Où on voit des fois de l'essoufflement avec les enfants qui ont fait beaucoup d'orthophonie, beaucoup d'orthopédagogie, beaucoup de suivi, qui accusent de sévères retards, par exemple. L'arrivée de la zoothérapie, c'est magique. Parce que là, je croyais que justement, c'était pas magique. C'est prêt. En fait, c'est magique. C'est vous qui dites dans votre livre, attention, c'est pas magique. Je sais, mais c'est magique. Ah oui, donc c'est magique, d'accord. Donc c'est magique quand ça vous arrange. C'est magique. Non, mais en fait, c'est magique sur la volonté soudainement qui réapparaît. Parce qu'on fait une activité où l'animal est vraiment au cœur de l'activité. Et tout se fait autour de l'animal. Donc, tu n'as même plus l'impression qu'on travaille. Tu as vraiment l'impression que c'est ludique, qu'on s'amuse, qu'on fait ça pour l'animal. Mais en fait, on est en train de travailler exactement les mêmes choses. Donc, c'est comme une façon déguisée de venir appliquer les mêmes objectifs, en fait, qu'on faisait avant. Donc, il y a vraiment un immense changement aussitôt qu'on intègre la zoothérapie à sa pratique. Ça ne nous dit toujours pas ce que c'est que la zoothérapie. On va vraiment expliquer comment vous travaillez et en quoi ça consiste. Alors, c'est très marrant parce que dans votre livre, vous parlez très, très peu du chat. Super peu du chat. C'est vrai. Alors que, non, c'est vrai, vous parlez des lapins, des chevaux, des chiens, des perroquets, mais peut-être une ou deux fois du chat. Alors que c'est vrai qu'en France, par exemple, la ronron-thérapie, je ne sais pas comment on dit, ça commence à sortir un peu du bois et on dit que finalement, les chats ont des vertus thérapeutique. Et vous utilisez assez peu le chat en zoothérapie. Pourquoi ? En fait, on utilise le chat. C'est juste qu'on en a peut-être moins parlé dans le livre. Mais pourquoi ? Est-ce qu'il est plus difficile à éduquer ? C'est plus rare. C'est ça ? Contrairement au chien, le chien peut travailler très longtemps. Le chat, quand le chat devient tanné, s'il décide d'arrêter, vous connaissez les chats. C'est fini. Ton intervention est finie. Après, moi, j'ai un chat Prosper qui est absolument incroyable en zoothérapie. C'est un chat-chien, en fait.
trouves le transporteur, il est à l'aise partout, il vient s'installer, il choisit sur qui il va. Donc il y a des candidats chats qui sont meilleurs que d'autres. Mais c'est vrai que c'est un peu plus rare. C'est beaucoup demandé pour les personnes âgées. Oui. Beaucoup. J'aimerais compléter ça en disant qu'il y a un peu une fausse croyance autour du chat qui dit que le chat, c'est super territorial puis que ça a besoin de rester dans son espace. Donc, en fait, intuitivement, les gens vont pas avoir l'habitude de désensibiliser leur chat à être dans le transporteur, à être dans la voiture. Souvent, les chats, c'est malade, les chats, ça vomit, les chats, c'est super stressé. Mais en fait, il y a tout un tas de techniques pour faire en sorte que le chat soit habitué et confortable dans des espaces nouveaux auprès de personnes différentes. Désensibiliser le chat. Donc, tout ça aussi fait partie des pratiques que vous expliquez. Mais voilà. En fait, c'est pour ce que c'est la zoothérapie, pour répondre à votre question, c'est une synergie triangulaire. C'est une dynamique en triangle. Il y a moi, la zoothérapeute formée, il y a l'animal, puis il y a le patient. Et c'est cette dynamique-là qu'on va nourrir qui fait de la zoothérapie. La ronron-thérapie, c'est pas de la zoothérapie. C'est de la médiation animale. Parce qu'il n'y a pas un zoothérapeute formé qui est en train d'appliquer des stratégies pour atteindre des objectifs. Mais on le sait que caresser un animal, nous, tout seuls dans notre garde-robe pendant 5 minutes, ça nous fait du bien physiologiquement. Non, mais pour les chats, on dit que, par exemple, pour les personnes cardiaques, le ronronnement, ça permet de les aligner, ça les apaise. Ça pour tout le monde. Ouais. Non, mais c'est vrai. Le rythme cardiaque diminue, la pression artérielle, on libère l'endorphine. 5 minutes à toucher un animal tout seul. Quel que soit l'animal. Quel que soit l'animal. Donc, c'est pas les chats, c'est pas le ronronnement du chat qui fait que vous vous alignez sur sa fréquence. Le ronronnement, c'est apaisant. Puis, on le sait que le chat va ronronner quand il est confortable. Donc, immanquablement, on se dit « Oh, le chat, il m'aime. » Ben, ça te fait du bien quand tu sens que l'animal t'aime. C'est ça qui fait du bien. Donc, oui, le ronronnement apaise, mais n'importe quel animal, contact, 5 minutes, va faire les mêmes bienfaits physiologiquement. Alors, si j'ai bien compris ce que vous dites dans votre livre, c'est pas l'animal le thérapeute. Non, c'est l'humain. L'animal, c'est vraiment notre partenaire. Puis, c'est pas un outil, hein? Je pense qu'on l'a bien répété. Oui, mais vous dites que c'est votre partenaire, c'est presque un collègue de travail. C'est exactement un collègue de travail. Ouais. On n'est pas en train d'utiliser l'animal. Les poils nous hérissent quand on entend ça. Donc non, ce n'est pas l'animal qui est thérapeute. C'est le zoothérapeute qui est thérapeute. Ou l'ergothérapeute qui a fait une spécialisation. En fonction de la spécialité. Parce qu'il y a aussi les animaux dans les hôpitaux, donc en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de thérapeutes. Oui. Mais ça, c'est important de comprendre que c'est pas l'animal qui est le thérapeute. Absolument. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire d'ailleurs sur les animaux? Donc bien sûr, il faut bien les traiter. Enfin, il y a toute une éthique. Tu veux parler du bien-être animal autour des animaux. Mais en fait, l'animal travaille. Ouais. C'est ça qu'il faut comprendre. Ouais. C'est comme un travail pour le. En fait, ce qui est intéressant, c'est que j'aurais le goût de vous filmer la réaction de nos chiens, par exemple, quand on s'en va en zoothérapie. En fait, on comprend assez vite que les chiens adorent ça, nos animaux avec lesquels on travaille. Mon chien, j'ouvre la valise, j'ai une valise type à roulette où je mets tous mes outils, mes jeux, mon matériel. Mon chien est excité parce qu'en fait, il y a des balles, des jeux, du matériel que mon chien adore absolument par-dessus tout. Et donc, en fait, on fait en sorte que l'animal prenne du plaisir en tout temps dans la zoothérapie. Puis si ça lui plaît pas, qu'il a besoin d'un break, qu'il a besoin de dormir, ben c'est OK. Ben on fait un break, le chien se repose, c'est son moment à lui. Ben maintenant, on va rester à 2. Puis quand le chien sera prêt, il revient près de nous. Donc on respecte en tout temps. On parle du bien-être animal, mais c'est un terme assez global, mais on parle de vraiment répondre aux besoins. On a besoin de connaître ça. L'éthologie, une base d'éthologie, une base de comportement animalier avant de travailler. C'est quoi l'éthologie pour tout le monde? Parce que vous dites qu'effectivement, il faut avoir ces bases-là. Ouais. L'éthologie, mais c'est l'étude des animaux dans leur milieu naturel. En tout temps, on ne veut absolument pas qu'un cheval devienne... se comporte comme un chien puis ne soit plus un cheval. C'est un animal grégaire, c'est une proie, il a besoin de vivre à l'extérieur avec des congénères. Donc on va respecter tous ces besoins-là. Et c'est pas parce qu'on va lui faire une séance de zoothérapie, une après-midi de zoothérapie, qu'on va pas répondre à tous ces besoins-là également. Un lapin, un peu instinctivement, c'est curieux, puis pour repérer son environnement, ça va se mettre sur les 2 pattes, puis aller sentir. En fait, on va laisser le lapin être, puis on va venir renforcer ça. Ça, c'est génial. On va même le faire sur commande. Hop, et le lapin monte, puis on va pouvoir utiliser ces comportements naturels pour pouvoir répondre à nos objectifs de travail et que ce soit un plaisir pour tout le monde, pour nous, pour le patient, puis pour l'animal. Mais vous l'avez dit, c'est vraiment un travail. Puis ce qui est super important, c'est de respecter la limite
de chacun des individus. Donc, il y a des chiens qui peuvent travailler plus longtemps, d'autres moins longtemps. Les chiens travaillent un peu moins longtemps que les lapins. Les lapins, par exemple, c'est des proies, donc le cheval aussi. Donc, les proies peuvent travailler plus longtemps. Les perroquets. Perroquets aussi, Vous n'aimez pas beaucoup les perroquets? Oui, oui. Vous aimez bien les perroquets? Oui, moi, je travaille, entre autres, c'est cousin, mais je travaille avec des tourterelles rieuses. Donc, il y a la tourterelle triste, le son qu'on connaît, puis la tourterelle rieuse rit. Mais littéralement. Mais c'est incroyable. En zoothérapie, hein. Ouais. Il y a aussi quoi? Les poules, les cochons d'Inde, les chinchillas. Au les Québec, alpagas. J'ai 2 alpagas. Au Québec, nous, on a le droit avec les hérissons. C'est incroyable, les hérissons. Il y a les furets. Ouais. Mais c'est-à-dire qu'ils sont éduqués, les hérissons? Ah ouais, t'aimes ça, ce mot-là? J'aime dire... Je ne savais pas ce que j'allais dire. Non, parce que j'ai pas voulu dire dresser. C'est ça, non, mais là, j'ai fait attention. J'ai dit, mais vous arrivez à éduquer les... Alors les hérissons, mais on va parler de désensibilisation. Justement, on revenait sur ce mot-là. Oui, mais c'est vraiment ça le secret. Donc, on veut un animal qui va s'adapter, qui va être confortable en tout temps. Donc, je donne un exemple. On travaille en maison de repos. Vous dites ça en France, les CHSLD, maisons de retraite. Auprès des personnes âgées, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des ascenseurs, il y a des escalators, des escaliers, il y a des rollateurs, des chaises roulantes, les bruits des machines, les couches, comme plein d'odeurs, plein de stimuli, les femmes de ménage qui viennent changer les poubelles. Il y a plein de choses. Donc on va habituer son animal à ce que tout ça, ça soit pas stressant puis que ce soit confortable. Parfois, il y a des chiens qui sont réactifs, mettons, à, je sais pas, un homme, une femme, quelqu'un avec un voile, n'importe quoi. Ça, on va désensibiliser au plus possible pour que toutes les situations le rendent confortable et pas en état de stress. Donc, on fait la même chose avec les hérissons, on fait la même chose avec les lapins, on fait la même chose. Et en fait, ça fonctionne. Mais c'est important chaque année de réévaluer son animal aussi. L'animal, il se développe, c'est un être vivant, c'est un être humain, il évolue. Si un jour, il se fait une grosse peur avec quelque chose, ça se peut qu'il faille refaire un travail de désensibilisation par rapport à quelque chose de précis. Vous nous direz tout à l'heure comment vous utilisez les hérissons. Hein, mais ça reste un peu mystérieux, tout ça. Vous l'avez compris, c'est pas le patient, alors, vous dites patient ou pas, qui vient avec son animal. Non. Hein, c'est pas ça la zoothérapie. C'est pas avoir un animal et qu'il devienne votre thérapeute. Non, c'est vous qui avez, on va dire, vos animaux et qui les utilisez dans les thérapies. Oui, exact. Par exemple, un des actes qui est important en zoothérapie, c'est de savoir bien matcher, en bon français, l'animal avec le bon patient selon l'objectif qu'on va travailler. Je vous donne un exemple. Mon petit Alexis, 11 ans, en opposition, TDAH, veut pas faire ses devoirs, super retard académique. Donc, je vais lui apporter un petit poppy, un petit chiot qui écoute pas trop. Comme lui, en fait. Exact. Voilà, mais on lui dit pas à lui, aux jeunes. Okay. Et donc, il va essayer de faire des commandes, puis en fait, ça fonctionne pas. Alexis va se fâcher, il va monter le ton. Puis moi, je vais lui faire le reflet. Alexis, toi, quand tu comprends pas à l'école, est-ce que ça fonctionne plus si je crie sur toi? Non. On va essayer une autre façon. Donc, le reflet est direct. Avec un autre, je vais lui apporter un animal qu'il faut que tu approches avec beaucoup de douceur. Quelqu'un qui est un peu trop frontal, un ado qui est en opposition, il va falloir qu'il se calme. Puis dans le livre, vous prenez Steve, qui était un de vos patients. Vous allez me demander ce qui m'arrive encore aujourd'hui. On va parler de zoothérapie. Shkoun, la zoothérapie. On en parle jusqu'à 13h. On va essayer d'y voir plus clair avec mes 2 invités. Audrey Desrosiers, qui vient du Québec, de Montréal. Vous êtes aujourd'hui une référence. C'est un film qui a changé votre vie. Oh, wow. Non ou pas? Oui, vous parlez de Patch Adams? Je sais pas comment vous l'appelez. C'est le film. En gros, c'est comme ça que ça vous a amené petit à petit à la zoothérapie. Oh, ça m'a fait quelque chose. Ça m'a rendu émotive. Oui, je me souviens très, très bien de ce moment-là. Je crois que j'avais 7 ans. Puis j'ai écouté Patch Adams. Je sais pas comment vous appelez le film ici, mais c'est avec Robin Williams quand il fait Dr. Clown, en fait. Oui, c'était ça. Comment c'est l'histoire de Dr. Clown, en fait. C'est ça. Et je venais de finir d'écouter le film. Je devais aller faire mes devoirs à la table. J'ai dit, wow, maman, ça serait trop bien. J'aimerais ça faire ça. Médecine, tu sais. Puis elle dit, mais tu peux. J'ai dit, non, tu sais, comme, c'est beaucoup. Elle dit, mais Audrey, tu peux tout faire. Puis je vais être émue. Je me souviens du sentiment de bascule. Là, le sol, je sentais que le sol s'ouvrait sous mes pieds. Puis à un moment donné, t'oublies, tu grandis, il est arrivé plein de choses. Puis à un moment donné, je suis en train de faire la zoothérapie, puis je dis, mais en fait, je suis en train de faire un peu ça. Et donc, 30 ans après, j'ai comme, OK, c'est ça que je fais, en fait. C'est ça que vous faites. Ouais. Comme quoi, hein. Alors, c'est Dr. Patch.
Ah, voilà. Voilà, qu'on dit chez nous en France. Merci. Voilà. Vous, Mélissa, vous avez commencé par être maître de chien de traîneau. Alors, comment on appelle ça? Musher. Ou guide de chien de traîneau. Ça, c'est rigolo quand même. Pour le coup, ça ne s'invente pas. Hein. Non. Hein. Après, vous êtes allé vers les chevaux. Oui. Ouais. La thérapie crânio-sacrée, j'ai découvert ça. J'ai toujours été un peu dans les chevaux, mais je me suis reconnectée, on va dire, avec les chevaux. D'accord. Vous vouliez vous installer au Canada, ça c'est pas fait, et donc maintenant vous exercez en Belgique. Voilà. Oui. En gros, c'est ça. Oui. D'où vient à toutes les deux votre grande passion pour la zoothérapie? Moi, c'est grâce à Audrey. C'était mon enseignante. Parce que vous avez été son élève. Hein. Exact. C'est ça qu'il faut comprendre. Ouais. Elle m'a transmis le gène, c'est comme ça qu'on dit. Donc c'est vraiment la rencontre avec Audrey qui a vraiment fait basculer mon amour dans la zoothérapie. J'étais comme curieuse, j'avais envie de me former, donc ça c'est je connaissais pas encore Audrey à ce moment-là, mais ça m'a vraiment pris de la voir, de l'observer, ce qui est très enrichissant aussi dans les formations, et c'est ça qu'on apporte, c'est aussi le feedback, donc de se faire observer, de se faire commenter, de pouvoir s'améliorer, d'observer les autres avec différents types de clientèle, différents types d'animaux, c'est vraiment hyper enrichissant. Voilà. Bon, alors on va essayer d'expliquer, je ne sais pas si on sait, est-ce que scientifiquement on arrive à prouver comment ça marche? Parce que il y a quand même des études qui se font sur la zoothérapie. C'est pas nouveau, la zoothérapie. Non. Les Américains ont été les vrais pionniers de zoothérapie. Ouais. Est-ce qu'il y a des études scientifiques aujourd'hui? Une tonne. Donc ça c'est pour les sceptiques, c'est pour ceux qui nous écoutent, qui disent voilà encore qu'est-ce que c'est que cette thérapie. Oui, depuis 1950 aux États-Unis, c'est officiel, c'est réglementé. Il y a des études très nombreuses études chaque année depuis 1950 aux États-Unis. Donc le problème c'est que souvent il n'y a pas accès. Si vous êtes pas à l'aise en anglais, c'est plus difficile à trouver. En français, il y en a beaucoup moins parce que les études coûtent excessivement cher à faire. Je travaille avec... Et il faut avoir quelque chose à vendre, il faut quelqu'un qui les paye. Voilà. Surtout, si vous n'avez pas un labo qui finance l'étude... Bon, vous avez tout compris. Et donc, je travaille avec un département de gérontologie universitaire au Québec et je veux faire une recherche, produire en fait une étude sur la zoothérapie, la démence d'Alzheimer supportée en zoothérapie. Parce que c'est un projet que je mène depuis déjà presque 10 ans, au moins 8 ans. Mais c'est ça, même la plus petite étude, c'est $1 demi-million pour 30 participants, même pas. Et pour valider les résultats. Donc, c'est très, très coûteux. Donc, c'est pour ça qu'il y a moins d'études en français. Mais oui, c'est absolument une science fondée, là. Il y a des tonnes d'études en anglais qu'on peut trouver facilement, là. Alors, c'est marrant parce que vous avez parlé de l'institut avec qui vous travaillez, mais c'est vrai, c'est un peu ici l'image qu'on a en France. C'est une thérapie pour les personnes âgées. Ouais, quand j'ai commencé en 2006 au Québec, c'était ça. Le premier lien qu'on fait quand on dit zoothérapie, c'est ça. C'est le petit chien blanc avec la personne âgée. Donc, quand j'ai commencé en 2006, moi, je voulais couper ça. Donc, je me suis acheté un Danois. J'ai pris le plus gros pour être sûr que c'est de ne pas être associé avec un petit chien blanc. Et moi, je me suis dirigée vers pédiatrique, donc enfants et ados. Mais c'est normal que ça soit la première image parce que c'est les premiers bénéficiaires, en fait, quand ça commence. Mais ça va se colorer un peu l'image qu'on en a. Quand on dit aussi médiation image, je trouve que l'association qui est souvent faite, c'est aussi les fermes. Donc, les fermes thérapeutiques. Mais ça aussi, ça va se démocratiser. Avec les chevaux. Voilà, c'est ça. Mais il y a toute une espèce Le cheval, c'est quand même l'image qu'on a le plus en représentation pour la thérapie, je trouve. Oui, ça s'est beaucoup fait. L'hypothérapie est plus développée déjà depuis un moment. Ouais. Alors, ça s'appelle comment? Parce qu'il y a plusieurs noms. Faut pas... C'est compliqué, là. C'est quoi? C'est équithérapie? Voilà. Donc, équitation thérapeutique, c'est de l'équitation. Tu fais des leçons d'équitation pour des gens qui ont besoin de faire adapter la leçon. C'est comme ça que ça s'appelle. Hippothérapie, tu dois être ergothérapeute d'abord. Tu peux seulement te faire former aux États-Unis pour avoir le vrai titre d'hippothérapeute. Donc, il y a très peu de vrais hippothérapeutes. Donc, les termes sont un peu confus. Donc, on essaie aussi de démêler ça dans le livre. Mais il y a tellement de thérapies dans votre livre. Déjà, on se dit zoothérapie. Quand on regarde le nombre de thérapies qui existent, oh là là! Au Québec, on fait bien la distinction. C'est juste que ça va prendre du temps. Il faut juste le répéter. Les gens vont s'habituer. Donc, il y a zooanimation, qui est comme la médiation animale. Il y a zoothérapie. Il y a, par exemple, zoopédagogie. Non, vous dites que c'est pas comme la médiation animale. Non, mais... oui, ça ressemble. Ça ressemble, d'accord. Bon. Zoopédagogie, c'est facile. C'est de la zoothérapie, mais où on ajoute le volet pédagogique. Ensuite, on fait de la zoolecture, par exemple, pour ceux qui ont des retards au niveau de la lecture. Moi, je fais beaucoup de francisation aussi à Montréal. La ville de Montréal me paie depuis 10 ans
pour faire des ateliers de francisation, donc des classes d'insertion, autant pour les enfants que pour les adultes. Voilà, pour ceux qui ne parlent pas du tout français. Ni français, ni anglais, ni comme langue ni première, ni seconde. Donc, c'est hyper intéressant. Et vous donnez des cours de langue? Ben non, parce que c'est ça. T'as pas besoin qu'il y ait un animal. Je peux faire des gestes, on fait les actions, on fait le parcours, le tunnel. C'est drôle, ça fonctionne pas, on se trompe. Tout le monde nomme l'animal dans sa langue. J'étais dans une classe de maternelle dans Côte-des-Neiges, qui est un quartier le plus avec de la grande mixitude. Et sur 24 enfants en maternelle, il y avait 22 langues maternelles différentes. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais alors, quel est le rôle de l'animal dans ces cas-là? Il dédramatise des choses, c'est quoi? C'est facilitateur à ce moment-là. Puis, il y a le volet pédagogie, bien sûr, parce qu'on est en train de leur apprendre le français. Donc, il y a des images qu'on met sur le chien, on fait des parcours, on s'amuse, on fouille dans les pattes, dans la farine. Comment ça, il y a des images que vous mettez des scratchs sur le chien et vous collez des images? Il y a un manteau avant, puis il y a des scratchs sur le chien. Donc, on fait des parcours, tout le monde s'amuse, puis on prend une image sur le chien, puis on va nommer. Donc, c'est Pomme quand son début, OK, tout le monde le dit, puis là, c'est drôle parce qu'il le prononce mal. Donc, ça dédramatise le fait de pas savoir, de se tromper. C'est la même chose pour la zoolecture. Tu sais, les enfants, même les adultes qui butent beaucoup, qui lisent très saccadés, ben le chien, il est patient. Le chien, il va toujours t'accepter. Il va pas rire de toi. Il va pas trouver ça long. Donc, c'est vraiment un soutien, un support. C'est une plus-value. C'est un soutien émotionnel. Ça te motive. Puis ça t'accueille toujours avec les yeux pleins d'amour comme ça. Tu es toujours la meilleure version de toi pour le chien. Après, il y a le chien qui saute sur toi. Mais ça, c'est autre chose. Oh, zoothérapie, ça arrive jamais. Non, alors, c'est un gros mensonge, ça. Non, parce que... Oh oui, ça arrive en zoothérapie. Moi, mon chien, si j'arrive, il me saute dessus, il me pousse. Ah, Tilou, Mélissa? Oui. Son chien, c'est drôle, parce que... Donc, moi, j'ai une clientèle essentiellement pédiatrique, enfants-ados. Mais souvent, Tilou a comme le goût de sauter sur les parents qui reviennent chercher leurs enfants. Donc, elle est vraiment habituée aux enfants, mais elle est tellement excitée de voir un adulte. Et c'est les parents qui finissent par avoir peur du chien. Et comment vous désensibilisez un chien pour pas qu'il saute, alors, en fait? Ah, mais il y a des techniques très faciles. En fait, le cerveau d'un chien fonctionne par association. Donc, le chien va être motivé à... recréer un comportement qui va lui donner du positif et il va chercher à éviter quelque chose qui lui crée du stress ou de la peur. Donc, à partir de là, si on a déjà de la bouffe, de la nourriture, ça va fonctionner. On va pouvoir demander, faire du reconditionnement. Donc, demander autre chose à l'animal et l'anticiper. Avant que la personne arrive, qu'il ait le temps de courir, de sauter, je vais lui demander assis, couché, panier, n'importe quoi, c'est l'humain qui décide, et on renforce bien, bon chien, bon chien. Donc en fait, quand la personne va arriver, le chien va finir tout seul par aller sur son tapis, et parce qu'en fait, il a envie d'être récompensé. Le secret aussi, c'est que, parce que les gens demandent souvent, mais alors il faut toujours avoir de la nourriture sur soi. La réponse est non, parce que quand on fait bien le travail, l'idée c'est de... Oui, toute la vie, il faudra faire de façon aléatoire. Mais en même temps, vous, si demain on arrête de vous payer, vous n'allez plus venir au travail. C'est la même chose. Ah donc... non. moi, je continuerai, mais... Vous êtes bénévole. Non, c'est parce que je travaille, j'ai pas l'impression de travailler. Ouais, mais c'est ça. Et je fais autre chose pour gagner ma vie aussi. Mais le chien, s'il le fait comme 50 fois, puis là, il se rend compte que finalement, ça lui rapporte plus rien, potentiellement, il va plus trop vous écouter, il va tenter autre chose. Mais... de façon aléatoire, ça maintient l'intérêt du chien. Il va tout le temps avoir envie de le faire parce que une fois sur les 10, quand vous lui donnez, ça vaut $1000. Donc, il va être vraiment motivé à le recréer. Après, il y a aussi une façon plus technique. Le harnais en H, ça vous parle si je dis ça? Non. C'est le harnais comme le mieux conçu pour ne donner le moins de tension possible au chien. Parce que c'est pas bon d'attacher le chien au collier pour les cervicales. Ça leur fait très très mal. Ouais. Donc, il y a un harnais qui passe ici entre les deux pattes intérieures. Et ensuite, de part et d'autre, il y a comme 2 clips. Il y a une attache à l'avant, une attache à l'arrière. Alors, l'attache à l'avant, elle est créée pour que si le chien tracte, en fait, ça l'empêche de tirer. Donc, c'est comme une technique pour apprendre à son chien à pas tirer. Au-dessus, c'est plus quand le chien tire pas, c'est plus relax, c'est plus confortable pour tout le monde. Bref, si votre chien... saute sur les gens ou les invités qui arrivent, eh bien on le prépare. On demande évidemment à l'autre de collaborer. On met le petit harnais, on met la laisse à l'avant, puis on marche sur la laisse. Donc l'idée c'est que quand le chien il va vouloir sauter, il va juste être bloqué. Et puis en fait il va être excité. Il va finir par s'asseoir. Yes, bon chien, on attend 5 secondes. Comme ça le chien associe que ce que je veux, c'est s'asseoir quand on voit les gens, on récompense. Puis à la fin, le chien s'assoit quand il voit les gens, il arrête de sauter. Donc, vous nous donnez un feedback la semaine prochaine. Ouais. Ça fonctionne. Mais moi, vous dites qu'il faut simplement ne pas le calculer. L'ignorer. Ça marche au début. L'ignorer, vous avez dit. Mais ça marche pas longtemps, ça. Ouais, parce que, Alors, le problème, c'est que
il faut que tout le monde collabore et l'ignore, mais il y a toujours des gens qui vont trouver que votre petit chien est trop mignon et ils vont le caresser, donc lui donner de l'importance, et donc c'est ce qu'il attend. Il veut quelque chose, il veut de l'amour. Oui, en fait, ce qu'il veut, c'est un bisou, un câlin, tout ce que vous voulez. Enfin, qu'on s'occupe de lui, quoi. Ouais, donc il ne faudrait pas le calculer, mais que tout le monde ne le calcule pas. Exact. Sinon, ça perd de son effet, puis ça ne marche plus. Et c'est vrai, quand le chien grandit, l'ignorance, ignorer le comportement, c'est vrai que c'est la première étape, mais souvent, il faut comme ajouter un autre comportement qui est désiré. J'ai 2 zoothérapeutes sur ce plateau aujourd'hui. J'ai Audrey Desrosiers, qui est zoothérapeute, pionnière de la discipline au Québec, et une des références. Et puis Mélissa Snowhart, qui est avec nous, psychothérapeute, et toutes les deux, vous publiez Zoothérapie, l'animal, une révolution dans le domaine du soin, chez Guy Trédaniel. Comment est-ce qu'on recrute un animal ? C'est une très bonne question. On va l'évaluer. On parle d'évaluation sur base d'une grille d'évaluation que vous avez peut-être vu dans notre livre. Alors dans le livre, il y a plusieurs grilles, parce qu'il y a une grille d'évaluation par animal, en fait. En gros, on a fait, je pense, chevaux, lapins et chiens. On lui fait passer un entretien d'embauche, c'est ça ? C'est un peu ça. Dans différents contextes, à plusieurs reprises, en intérieur, en extérieur. Comme je disais tout à l'heure, c'est de pair avec la désensibilisation. On va l'évaluer auprès des hommes, auprès des femmes, enfants, personnes âgées, avec des parapluies, des ascenseurs, des voitures, le transport en voiture. En fait, on l'évalue vraiment de la meilleure façon possible, de la façon la plus complète, dans toutes les sphères, pour s'assurer que c'est un compagnon adéquat, qui va prendre du plaisir, qui va aimer et qui ne va pas être stressé. C'est surtout ça. Là où on identifie du stress, on désensibilise. Mais comme elle l'expliquait tout à l'heure avec son danois, c'est ça. Des fois, on ne fait juste jamais de zoothérapie parce qu'un animal, c'est juste pas son truc, puis qu'il n'a absolument aucun plaisir. Ça lui crée juste du stress. Mais il y a quand même des recrutements. Enfin, vous expliquez qu'au Québec, vous passez des annonces et que c'est plutôt courant. Mais bon, en France, on n'a pas encore vu ça. Hein. Non. En fait, ce qu'il faut rajouter aussi comme info, c'est que c'est pas comme les bouviers bernois, c'est bon avec telle clientèle. Les lapins, c'est bon avec tel. Ça fonctionne pas comme ça. C'est vraiment au candidat. Par exemple, c'est vrai, mais il y a pas par exemple un type d'animal par pathologie. Non. Absolument pas. Tous les animaux pour tout le monde. Ça c'est sûr. Après, c'est une question d'affinité. Vous, peut-être que ça vous plaît pas les chinchillas. Vous allez avoir plus de connexion avec mon lapin, avec mon chien, avec mon chat. En manteau, mais. Aïe, 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 vous avez fait exprès. Ce que je voulais dire, c'est que mon chien principal, Hermine, elle a son tempérament, elle a ses goûts. On passe devant une cour d'école, Hermine pleure pour aller jouer avec les enfants. Hermine raffole les enfants. Avec les personnes âgées, après 10 minutes, elle se détourne. En mode, ça va, tu me touches pas, toi. Oui, d'accord. Alors, chaque candidat a aussi comme sa clientèle. Donc, on veut respecter dans l'aspect du bien-être, on veut respecter ça aussi. C'est quoi la préférence de l'animal pour quelle clientèle? Donc, il y a ça aussi. D'accord, donc c'est pas une catégorie d'animal par pathologie. Non, c'est vraiment en fonction de l'objectif qu'on va venir travailler. Et ça, c'est important d'expliquer, c'est que vous fixez des objectifs. Alors, quand on rencontre un enfant, un ado, un adulte, une personne âgée, on travaille en équipe multidisciplinaire. On s'assoit avec l'infirmière-chef, avec la neuropsychiatre, la pédopsychiatre, la psychologue, l'enseignante, le parent, et tous ensemble, on va écrire une prise en charge. On va chacun travailler des objectifs qu'on va mettre en commun. Et donc, on va travailler ça pendant 3 mois, 6 mois, 1 an. Après, ça dépend de la fréquence. Et on va venir... Donc, les objectifs, c'est notre direction, en fait. C'est qu'est-ce qu'on a à travailler pour... que tu sois mieux, que tu rattrapes ton retard ou que ton anxiété diminue. Après, ça dépend pour quelle raison tu consultes. Donc, on a besoin de cette trajectoire-là pour savoir où on s'en va, en fait. C'est quoi le plan de travail? C'est vraiment ça. Et en fonction de ça, vous déterminez l'animal qui va donc venir avec vous. Les animaux changent d'une semaine à l'autre aussi. Parce que les objectifs changent. C'est pas toujours les mêmes animaux. Ah non! Ben non, il faut maintenir l'intérêt en plus. Mais c'est parce que, mettons que je travaille avec une petite cocotte de 4 ans qui a un retard de langage. Cette semaine, je prends le chien. Le chien, c'est plus dynamique, on fait les parcours. La semaine prochaine, je viens avec le lapin. Puis on est toutes cajoleurs. Puis on y fait une petite maison. Et là, la semaine d'après, je viens avec le furet. Puis la semaine d'après, la tourterelle. Donc, ça va travailler des choses complètement différentes. L'enfant a des réactions différentes parce qu'on change l'animal. Mais moi, ça me permet de créer le jeu différent. J'ai des jeux différents pour la tourterelle, évidemment qu'avec le chien, c'est pas les mêmes jeux. Donc, d'une semaine à l'autre, on change, on travaille les objectifs. Mais moi, il y a tout un processus créatif autour de ça. C'est comme un travail de plus d'ajouter la zoothérapie à sa pratique parce qu'il faut que tu crées les jeux en fonction des animaux pour les impliquer. Mais c'est ça. Donc oui, on change les animaux parce qu'on diversifie aussi les stimuli.
Alors, vous expliquez dans votre livre les patients que vous accompagnez, donc par type de pathologie. Alors, il y a ceux qui souffrent de ce qu'on appelle le trouble du spectre autistique. Comment est-ce que vous intervenez? Comment est-ce que vous prenez en charge, par exemple, un enfant qui a un trouble du spectre autistique? Je me rappelle avoir fait plusieurs animations dans un centre avec des enfants TSA. J'allais avec mon chien. Je me rappelle avoir été très très stressée d'ailleurs pour la petite histoire cocasse parce que je connais mon chien et je sais que potentiellement un enfant autiste, ça va peut-être pas fonctionner, il va peut-être avoir peur, il va tirer la queue en tout cas. Donc j'avais comme les scénarios catastrophiques. En fait, mon chien m'a complètement étonnée puis épatée. En fait, une personne autiste ou un enfant autiste, il a comme beaucoup plus facile de lire les émotions d'un animal que les émotions humaines. Nous, on est donc plein de il rentre plus facilement en interaction avec un animal, alors qu'il a du mal avec les adultes, souvent. À aucun moment, les enfants autistes m'ont regardé, moi, dans les yeux, mais ils ont fait des regards prolongés avec mon chien. Ils ont souri. Les intervenants me disaient, on n'a jamais vu ça. Comment ça se peut que l'enfant sort de sa bulle? C'est très TSA d'être vraiment dans sa bulle, dans des intérêts vraiment très, très, très limités, presque stéréotypés, dans beaucoup de stéréotypies. Donc, c'était vraiment fou pour les intervenants d'observer que l'enfant, il arrive à sortir de son cocon, sortir de sa bulle, entrer en relation. En fait, il n'a même pas besoin de parler. Il va chercher la balle, il va chercher les jeux. On aime beaucoup aussi, avec cette clientèle-là, amener toutes les sensations, parce qu'on travaille le sensoriel, parce que, dépendamment, parfois c'est les bruits, parfois c'est les odeurs, parfois c'est les sensations. On parle des bacs sensoriels, on amène du matériel, on cache des choses à l'intérieur. Quand je travaille avec mes lapins, par exemple, je travaille avec des petits cocos dans lesquels on va cacher des friandises, mais aussi des papiers. On va les cacher, l'enfant va devoir aller chercher, va devoir donner à l'animal. Mais il y a des choses fabuleuses à travailler. Donc c'est ça, c'est vraiment intéressant d'observer. Et c'est fascinant. J'aurais jamais pu avoir ce lien-là, puis ce travail-là, si mon animal n'était pas avec moi. Et là, c'est sur quelle durée, par exemple, ce genre de travail avec les enfants? Quand c'est du groupe, c'est vraiment, je dirais plutôt en fonction des budgets des institutions. Puis on l'a déjà dit, mais les institutions, c'est un peu à la rentabilité souvent. Donc ils veulent pas de travail individuel, ils vont plutôt prendre pour un maximum d'enfants. Mais moi, j'ai dit maximum 4. Puis après la première fois, j'ai dit, OK, finalement, au lieu de faire une fois 1 heure avec 4 enfants, je vais faire un quart d'heure en individuel par enfant. C'était beaucoup plus profitable pour tous les enfants, parce qu'en fait, un enfant TSA va pas fonctionner de la même manière que l'autre, puis en fait, c'est vite le bordel. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner de la façon la plus adéquate en fonction des besoins de l'enfant aussi, et de ce qui peut être travaillé. Donc ouais, je dirais, ça dépend, mais là, j'avais fait cette fois-là 3 séances, 3 fois 15 minutes par enfant, puis on voyait déjà que l'enfant se comportait différemment à la 3e séance. C'était fou, l'évolution, là. C'était très beau. Moi, en clinique, c'est les parents qui me contactent. Donc, c'est des suivis pendant toute l'année. Oui, alors là, c'est différent. Vous avez c'est du travail au long cours. Oui, exact. Là, sinon, quand on va en classe TSA, on a des classes spécialisées au Québec. C'est même chose, c'est sur toute l'année. Donc, soit aux 2 semaines, soit aux 3 semaines, pendant toute l'année scolaire, en fait, de septembre à juin. Ouais. Alors après, il y a les déficiences intellectuelles, les troubles d'apprentissage, les troubles 10. Alors, c'est très à la mode en ce moment en France, les troubles 10. Les TDAH, pareil, c'est très à la mode. Beaucoup d'enfants très actifs, peut-être il y a un surdiagnostic aujourd'hui. Il y a un peu trop d'adultes qui se permettent de faire des diagnostics. Ou qui disent que leurs enfants qui sont des TDAH. Donc tous les petits gars tannants sont TDAH. Puis maintenant, au Québec, la mode, c'est de dire que tous les élèves sont en opposition quand ils veulent pas faire une consigne. Oui. Mais c'est pas un vrai diagnostic. L'opposition, c'est un vrai diagnostic qui doit être posé par un pédopsychiatre. Donc, il y a une espèce de surutilisation aussi de ça. C'est la mode chez vous aussi, donc ça va. Donc ça rassure. C'est des 2 côtés de l'Atlantique. Voilà, donc c'est un mouvement mondial. Les troubles de l'attachement. Alors, vous avez créé en zoothérapie un projet spécialement destiné qui s'appelle Grandis avec Oiseau. En fait, c'était pour une école anglophone, fait que je vais quand même le dire. C'est Rise the Puppy. Je trouve que c'est mieux le projet en anglais, mais donc c'est grandi avec moi, l'espèce de traduction à peu près. Le chien s'appelait Oiseau. D'accord. Alors c'est ça qui est très drôle. C'était un berger australien et c'était pour des troubles d'attachement justement. Il faut savoir que les enfants, moi c'est des enfants placés par le juge. On parle d'enfants qui ont 9 ans, qui sont en grande souffrance, été dans 29 familles d'accueil. Là. On parle d'enfants ravagés émotionnellement là. C'est lourd là. Et
j'ai eu une idée parce qu'il faut savoir que les troubles d'attachement, ils ont l'habitude de saboter les relations. En fait, ils ont tellement été abandonnés souvent qu'ils vont eux-mêmes, s'ils voient que la relation risque de finir, ou en tout cas, même si c'est pas réel, ils vont saboter la relation. Parce que ça fait moins mal quand c'est toi qui coupes la relation plutôt que de subir cette coupure-là. Et donc, je voulais aller travailler là-dessus. Je me suis dit, mais comment je vais faire ça? Et donc, j'ai eu cette idée de génie-là. C'est ça qui est exceptionnel en zoothérapie, c'est que tout est possible. J'ai parlé avec donc, le conseil d'école, avec les spécialistes, la psy. Ils ont accepté mon projet. On arrive avec le chiot, 3 mois, en début d'année. On a sélectionné 10 jeunes. Les 10 jeunes devenaient l'apprenant du chien pendant l'année scolaire. Ils avaient leur veste d'entraîneur, leur pochette à gâterie, le clicker, leur laisse. Écoute, ils étaient choisis. Le clicker, c'est quoi le clicker? Le clicker, tu veux-tu dire, c'est quoi? Oui, c'est un petit boîtier, un outil qui est utilisé depuis la Seconde Guerre mondiale pour dresser les animaux. Ça pourrait être un mot, yes, bravo, mais le clic, c'est comme beaucoup plus une valeur sûre, c'est toujours le même son, et donc l'animal va vraiment, ça va créer l'association de clic égale waouh, récompense, donc j'ai ce que j'ai envie d'avoir. Le clicker. Ouais. Et donc, ils ont été sélectionnés, ces 10-là, pour accompagner Oiseau, donc. Et je leur ai expliqué, rendu au mois de mai, en fait, les chiens vieillissent plus vite que nous. Donc, rendu en mai, lui, il s'en ira au secondaire, donc il va nous quitter. Donc, il commençait à s'investir dans cette relation-là, sachant que la relation allait finir en mai. Et ça les mettait en situation, en fait, de faire de la discipline, d'être un apprenant, un leader positif. Et donc, il expériençait, je n'ai pas mon vrai mot français. Non, c'est... En fait, que tu peux faire la discipline, mais continuer d'aimer. Donc, ça leur faisait prendre conscience, en fait, que, mais l'éducateur, en fait, quand il me dit, tu sais, qu'il faut qu'il soit ferme, qu'il m'encadre, ça ne veut pas dire qu'il m'aime plus. Bon, je vous avoue que Oiseau s'est pas fait chicaner très fort. Hein? On n'a pas eu beaucoup de discipline, mais il y a eu beaucoup de tentatives. Donc, voilà. Et ensuite, parce que moi, je me suis inscrite dans cette école-là depuis déjà 10 ans. Donc, l'année suivante, il me reparlait. Oiseau est allé en campagne après parce qu'il fallait qu'il fasse sa vie naturelle de chien. L'année d'après, ils ont su que Oiseau avait eu des bébés. J'ai montré les bébés. Mais il y en a, après 3 ans, ils m'en parlent encore. Ils prennent encore des nouvelles. C'était absolument exceptionnel ce que ça a donné comme résultat. C'est très difficile de venir travailler le trouble d'attachement. Ça n'a comme pas de sens, cette phrase-là, mais de venir toucher ça. Il n'y a pas beaucoup d'outils, il y a très peu de professionnels qui s'y attaquent, en fait. Et j'étais très, très fière de ce projet-là. D'ailleurs, longtemps, on vous a sollicité quand rien n'avait marché. C'est toujours ça. En dernière roue du carrosse, tiens, si on essayait la zoothérapie, tiens, voilà. Ouais. On est la dernière possibilité, souvent. Bon, c'est bien, ça va. Il y a plein de troubles, vous verrez dans le livre. Vous parlez de formations que vous allez que vous allez commencer à donner en Belgique dans un centre, que vous allez peut-être venir donner en France, puisque c'est votre prochain objectif. Vous vous adressez à qui? Donc ça veut dire à des gens qui sont déjà des thérapeutes, des professionnels de santé? C'est ça. Des enseignantes, des aides-soignantes, orthophonistes, ergothérapeutes, orthophonistes, orthopédagogues, neuropsy, pédopsy, psy régulier. C'est les milieux de l'éducation, de l'aide aux personnes. Tous ceux qui sont en interaction avec clientèle. Et alors, est-ce qu'il va y avoir une formation? Je vous pose des questions parce que je sais très bien ce qu'ils vont commencer à poser comme questions, qui sont diplômantes, qui sont reconnues. Cette année, en Belgique, on a lancé notre certificat officiellement reconnu. Universitaire. Oui, c'est l'équivalent universitaire. En fait, ça s'appelle les hautes écoles. Je ne sais pas si vous avez un équivalent en France. C'est comme une licence de 3 ans diplômante. Après ça, on peut continuer de se former comme dans un catalogue de formation continue. Et donc, ils ont rendu ça possible avec un vrai certificat. Donc ça, c'est une grande avancée. En Belgique, on fait les grands pas géants. Cette année, je m'attaque à la France. On veut les universités françaises cette année. Comment on vous contacte? Alors, pour tous ceux déjà qui voudraient... c'est trop tôt ou Non, sur les réseaux sociaux. Auboutdumuseau.com, tout simplement. Et animoiseauthérapie.com. Vous nous contactez. Audrey, c'est au bout. Et Mélissa, c'est... Animoiseauthérapie. Ouais. Et en fait, dès qu'on a 10 professionnels réunis, on vient. C'est simple. Voilà. Ouais. Ça dure combien de temps, la formation?
OK. La privée, 5 mois en continu. Ah oui, quand même. Non, mais pas temps plein. C'est fait pour les travailleurs. Donc, on prend en compte, bien sûr, les horaires. Les horaires. On sait que tout le monde travaille temps plein, qui ont des familles, des enfants. Donc, c'est conçu vraiment pour les professionnels. Ouais. Bon, j'espère qu'on aura au moins éveillé votre curiosité, en savoir plus sur la zoothérapie. Le livre vient de sortir, Zoothérapie, l'animal, une révolution dans le domaine du soin, chez Guy Trédaniel. Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous. Merci Philippe. Merci. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission, et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Et en attendant, passez une très belle journée santé sur Beurre FM.